BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à tous, 19h30. En ce mercredi soir, très heureux de vous retrouver et bienvenue sur BFM Business, Tech & Co, la quotidienne. Vous le savez, on est là chaque soir pour 90 minutes de tech. Ravi bien sûr de vous retrouver, que vous soyez en radio, en télé, en direct ou bien en replay ou en podcast. Avec ce soir, au sommaire de ce Tech & Co, la quotidienne, on va revenir sur un revenant Google qui visiblement va relancer des lunettes. Alors il semblerait que ce soit avec Samsung et c'est toujours très intéressant de recommencer l'histoire, comme on dit. On parlera aussi d'une IPO stratosphérique qui se prépare en 2026 pour SpaceX avec une levée de plus de 25 milliards de dollars. C'est du jamais vu. On va en parler. Et puis tout à l'heure, je vous ferai découvrir une appli qui surveille votre sommeil et qui analyse de manière très précise votre apnée simplement en posant votre téléphone sur votre torse pendant une nuit. Et ça a été certifié en fait médicalement. Et on recevra le fondateur de cette appli tout à l'heure. Un grand merci d'être là. Bienvenue. C'est parti pour Tech & Co, la quotidienne. Tech & Co, la quotidienne. Le débrief de la tech. Et on débriefe l'actu tech avec ce soir sur le plateau de Tech & Co. Quel plaisir de retrouver Jean-Baptiste Kampf. Salut Jean-Baptiste. Bonjour. Avec son petit t-shirt VLC, là, la classe quand même. Pour la dernière fois de cette année, j'imagine, parce que la prochaine qu'on se voit, ça va être au CES. Ben oui. Mais tu pourras remettre ton t-shirt VLC. J'aurai mon chapeau aussi, t'inquiète pas, au CES. Le chapeau VLC, le cône de chantier. Au CES, c'est quand même un peu plus... oui, un peu plus festif. C'est un peu plus festif, donc on ramène toute la panoplie. On voyait que ça l'an dernier. On ne voyait que ce chapeau. En fait, c'est génial. J'ai appris dans l'événementiel, soit tu as de l'argent, soit tu as des idées. Et avec plein d'idées, en fait, tu es capable d'être très visible. VLC, on parle de VLC, peut-être que les plus jeunes d'entre vous ne connaissent pas, mais c'est un logiciel qui a marqué en fait l'univers du PC, du Mac, des smartphones, puisque c'est un lecteur universel, totalement gratuit, open source, et tu en es à l'origine. C'est ça qui est top. En fait, c'est un projet. Moi, j'ai repris le projet, c'est un projet. Enfin, c'est la 4e génération d'un projet qui date des années 80 à l'origine et qui est devenu à la fin VLC. Mais aujourd'hui, c'est plus de 600 millions d'utilisateurs. 150 millions d'users mensuels actifs et surtout la techno, tout le monde l'utilise sans savoir dans toutes les apps, Netflix, etc. Moi, je l'utilise presque tous les jours. Mais en fait, la plupart des gens l'utilisent sans le savoir parce que c'est intégré dans la plupart des apps. Donc, quand il y a de la vidéo, il y a souvent VLC. Exactement. À tes côtés, il connaît aussi bien VLC. On en parlait avant que tu arrives. C'est Philippe Devos. Salut Philippe. Salut François. Philippe Devos, qui est fondateur de Phileos et qui nous racontait les débuts de VLC qui étaient créés par des étudiants qui voulaient avoir de la télé partout dans leur campus. C'est ça, hein ? C'est ça l'histoire. Un jour, vous savez quoi ? On fera une émission spéciale et vous nous raconterez tout ça. J'espère parce que c'est 90 minutes parce que des histoires rigolotes, j'en ai plein. Non, mais c'est top, c'est clair. Moi, j'adore comme ça remonter l'histoire de la tech. Ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, on parle plus du fait que c'est de la tech complexe française et avec l'IA, en fait, on se remet à parler du fait qu'en France, on a quand même des bons ingés et qu'on les met pas assez en valeur et donc on fait plus souvent parler maintenant de la tech en soi, des ingénieurs français capables de faire des trucs assez incroyables, plus que sur VLC en soi. Tu vois, il faut des bons ingés, mais il faut surtout que leurs managers ou leurs investisseurs leur donnent la permission, les laissent faire. Ou bien qu'ils puissent prendre la permission. Et c'est ce qui s'est passé de mémoire dans les locaux de l'école centrale où, sans demander la permission, il y a des étudiants qui se sont dit les chambres sont interconnectées, il y a un réseau entre les chambres, à quoi ça pourrait servir ? Regardons la télé. Exactement ça. Et puis même, il a fallu forcer la main à l'école. Enfin, c'est des histoires rigolotes, on en parlera une spéciale, promis. Et Jérôme Colombin est là aussi ce soir. Salut Jérôme. Salut, bonsoir. Voilà, mon camarade Jérôme Colombin que vous pouvez retrouver tous les jours en podcast avec son monde numérique. Et puis aussi une nouveauté à partir d'aujourd'hui, ce matin. Quelle ne fut pas ma surprise pour te l'annoncer. Écoute, ça me fait plaisir et je suis très heureux et très fier aussi de participer à ce lancement. En fait, tu lances un nouveau podcast. C'est un spin-off de Monde Numérique. Exactement, sur la maison connectée. Vaste sujet, n'est-ce pas, qu'on connaît bien, toi et moi. C'est vrai. Qu'on l'avait exploré à l'époque. Il y a plein de choses à dire. Et on voulait faire à l'époque un podcast, des vidéos sur la maison connectée. On n'avait jamais craqué le truc. Non, c'est pas facile. Ça reste assez technique, la maison, alors qu'on voudrait que ce soit tellement simple. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Et tu sais qu'il y a, alors j'ai regardé, il y a des chiffres, il y a 36% des Français qui utilisent quand même des objets connectés aujourd'hui à la maison. Ampoule connectée. Exactement. Ces trucs-là, quoi. Mais il n'y a que 10% des gens qui ont vraiment un écosystème avec une box, une table de contrôle où ils peuvent tout piloter parce qu'il y a des psychopathes. Et déjà, je trouve que 10%, c'est pas mal quand même.
Ouais, c'est pas mal, mais on peut faire mieux. Ah oui, il y a plein de jolis produits, il y a plein de trucs. Donc moi, j'essaye d'expliquer un peu les technos, ce qui se cache derrière. Et puis après, on ira à la découverte des produits avec des experts, etc. Tu as besoin de quelques témoignages. Il y a encore quelques gros bugs. Il y a plein de bugs, mais assez rigolo. Ouais, mais là où on s'y attend pas. Là, entre VLC et la maison connectée, on peut en faire une heure loin, sans évoquer un titre d'actu. Je fais partie, pas des 10%, mais des 1%. Moi, j'ai tout. Hein. J'ai mon radiateur, j'ai mon portail. Voilà. Tout est connecté. Mes chauffe-eau, ma consommation électrique, ma consommation de gaz. Ouais, mais attends, mais toi, en tant que représentant de la tech en France, t'es obligé. Mais non, c'est pas ça. C'est que moi, j'utilise une solution de maison connectée qui s'appelle Home Assistant, qui est intégralement open source. Ouais, qui est très réputé d'ailleurs. Qui est très utilisé. C'est clair. Le premier donc, épisode est en ligne, en version audio sur Monde Numérique. On parle des lumières. C'est le plus simple. Logique. Bah oui, et puis c'est ce qu'il y a de plus pratique en fait. Hein, oui. Parce qu'associé à la voix, Google Home ou Siri ou Alexa, ça change la vie. Bon, dans l'actualité, on a plein de sujets, mais je note quand même qu'on pourrait parler, on pourrait faire une émission sur la maison connectée, on pourrait faire une émission sur VLC avec vous. On va parler de cet objet incontournable de 2025 et sans doute aussi de 2026, c'est les lunettes IA. Meta, vous le savez déjà sur le marché depuis un moment avec ses Ray-Ban Meta, Alibaba aussi, enfin il y en a beaucoup d'autres. Et hier, Google a présenté sa contre-offensive, elle est massive. Comme quoi l'échec des Google Glass à l'époque n'a pas refroidi le géant de Mountain View. Anthony Morel en parlait ce matin dans Good Morning Business, il nous explique tout ça, et puis après, évidemment, le débat. 3 nouvelles paires de lunettes, ça va être vraiment l'objet technologique de 2026, tout le monde est en train de s'y mettre, c'est ça qui est intéressant. Et donc là, ces 3 nouveaux modèles, alors j'allais dire, il y en a pour tous les goûts, un sans écran, un avec un écran et un avec 2 écrans. Donc le premier sans écran, c'est le modèle le plus simple et le plus basique, c'est exactement la même chose que les Meta Ray-Ban, c'est-à-dire des lunettes avec une IA embarquée, là en l'occurrence c'est Gemini, à laquelle on peut poser des questions, on peut lancer de la musique, on peut lancer des appels, etc. etc. Petite caméra et c'est tout. Ça c'est une recette éprouvée puisqu'on a bien vu le succès incroyable des Ray-Ban Meta. La deuxième itération, c'est des lunettes qui vont incorporer un écran dans le verre droit qui va venir, avec de la réalité augmentée, superposer des informations à mon champ de vision. Donc ça peut être les flèches du GPS, ça peut être des notifications comme sur mon téléphone, le dernier message que j'ai reçu, ce genre de choses, la traduction instantanée si je suis en train de discuter avec quelqu'un dans une langue étrangère. Donc ça fait toujours son petit effet waouh. Tout ça de manière assez discrète, pas très intrusive. On pourra le désactiver simplement en appuyant sur un bouton. L'idée, c'est d'avoir accès à ces informations, mais de pas que ça ne s'impose pas à nous. Et la troisième option, alors qui va prendre un petit peu plus longtemps, puisque la première version va sortir en 2026, l'autre en 2027, c'est un écran alors qui va intégrer des lunettes qui vont intégrer les technologies qu'on a aujourd'hui dans les casques de réalité mixte. Vous savez, comme le Vision Pro d'Apple, c'est-à-dire la possibilité directement dans des lunettes de projeter dans son champ de vision un écran géant pour regarder la télé ou jouer à des jeux, ou des écrans pour travailler qu'on va pouvoir relier à son ordinateur. Donc là, on est dans une technologie qui est beaucoup plus immersive, beaucoup plus intrusive aussi, qui va prendre un petit peu plus de temps à se déployer. Tout ça tournera sous Android XR, donc c'est le système d'exploitation de Google pour les lunettes qui va devoir attirer aussi les développeurs pour pouvoir concevoir un écosystème d'applications qui donne envie aux consommateurs. Voilà Anthony Morel, et rappelez-vous, 2014 des Google Glass, waouh, on avait été tous hyper surpris par ces lunettes, alors mal finies, un peu bizarroïdes. 2014, c'était pas 2012, c'était pas plus tôt, non ? Je crois que c'est 2014, non ? Les lunettes Google et Google Glass. Bon, enfin bref, peut-être. Bah, c'était en tout cas dans ces eaux-là. Effectivement, bon, voilà, on l'avait tous très vite remarqué, Google avait raté le coche avec ces lunettes qui ont été assez rapidement abandonnées malgré 2011, tout. 2011. Bravo. Voilà que Google revient maintenant. Alors, le marché, évidemment, est plus mature, la technologie a beaucoup évolué, avec donc ces lunettes. Et je voulais qu'on en parle ensemble parce que quand on voit ce qui se trame chez Android et chez Google avec ces lunettes qui sont fabriquées en collaboration avec Samsung, je crois. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire. D'ailleurs, c'est une co-création, parce que j'ai compris. Ils ont investi de manière commune à la fois dans le hardware et dans le software. C'est intéressant hein, de voir que 2 géants comme ça, Google, Samsung, se lient pour fabriquer ces lunettes. Mais ils ont déjà le masque en commun. Effectivement. Et tout ça, c'est pourquoi ? C'est pour promouvoir
Android XR. Parce que t'en penses, JB, non? C'est aussi un proof of concept, une espèce de vitrine technologique pour dire, regardez, on est bon dans Android XR, on sait aussi comment ça marche en AR/VR. On est passé au-delà du proof of concept. Là, quand même, les investissements sont quand même assez importants. Évidemment, sur la partie lunettes XR, VR, avec quand même un Apple Vision qui est d'une très très grande qualité. Le Quest est quand même pas mal. Là, l'offensive qui est Android XR, même si en fait c'est de fait que Samsung XR, parce qu'il n'y a que le projet Samsung, tous les autres projets d'Android XR sont morts. Et de l'autre côté, en fait, finalement, c'est Snapchat qui est arrivé avec Spectacle, qui a bougé tout le monde. Et tu te souviens quand on avait fait la spéciale 10 ans ici pour parler de l'iPhone, on disait en fait, l'Apple Watch, c'est qu'en fait, tu es habitué à avoir ta montre, donc en fait, c'est facile à disrupter, c'est facile à ramener de la connexion. Alors que tu vois des rings, d'autres devices un peu bizarres, on ne sait pas trop. Mais là, en fait, on se rend bien compte qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont des lunettes. Tiens, on est 3 sur 4 là. Et donc, tu te dis, si je suis capable d'injecter. Même 4 sur 4, parce que regarde, elles sont posées sur son. Tu vois, quand je les enlève, c'est pas bien. Mais donc, en fait, tu es habitué à avoir tes lunettes. Donc, en fait, un petit truc, tu vois, avoir, OK, toi, t'es qui? Quand est-ce que je t'ai vu? Ton CRM directement sur tes lunettes, c'est génial. Et tu te dis que vraiment, ça va se faire. Quand Snap a sorti ces trucs, tous les autres qui étaient partis sur des gros casques se sont moqués. Et là, tout le monde est en train de voir quand est-ce qu'on va converger les casques VR et ces lunettes. Et c'est plus qu'un gadget. Les investissements, ils sont monstrueux. Après, vous avez vu, ces lunettes-là, c'est pas les Ray-Ban Meta, c'est quand même assez gros. Enfin, il y a plusieurs modèles. Avec nous à la télé. Oui, mais là c'est vraiment des. Là, c'est le super modèle avec les 2 écrans à l'intérieur. Où là, t'as l'impression d'être vraiment comme dans le Vision Pro. On va dire, tu es au milieu en fait de. Voilà, c'est ça. Donc ça fait plus que les Ray-Ban Meta, que les dernières Ray-Ban Meta. Et d'ailleurs, tu vois, ils ont la même gestuelle qu'a en fait a popularisé l'Apple Vision, c'est-à-dire le pinch pour cliquer et pour se déplacer, puisque les premiers casques VR, ils étaient quand même, tu avais besoin d'un gamepad, etc. C'était quand même un peu bizarre. Ce qui est le cas pour le Quest d'ailleurs, de Meta, où tu es obligé. Alors ça marche avec les deux. Tu peux avoir les deux en fait, mais ça marche mieux avec les manettes. Si tu veux jouer par exemple ou avoir des interactions rapides sans latence, c'est mieux. C'est intéressant ce que tu dis, parce que finalement, quand on se souviendra du Vision Pro d'Apple qui n'a pas marché, mais on dira quand même que c'est eux qui ont, ça y est, une fois de plus, ils ont posé. Mais est-ce que ça a pas marché? Moi, je suis pas d'accord. Ils ont posé les règles de l'interface. Je suis pas d'accord que ça a pas marché. Ça marche. Leur objectif, c'était de créer des usages. Et en fait, on le voit bien. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'application clé, etc. Donc, il y a beaucoup de software, il y a beaucoup de framework, ARKit à développer. Moi, je pense que Apple, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils vont faire l'Apple Vision 2 et puis ils feront le 3. Et ça va s'alléger jusqu'à fusionner comme ces lunettes. Donc, ils feront peut-être des lunettes à la fin. Moi, la très grande question, c'est ces sujets de lunettes connectées, on les couvre de temps en temps sur ce plateau. Moi, il me reste une très grande question, deux. La première, c'est l'adaptation à la vision, c'est-à-dire que ceux qui sont habitués à porter des lunettes, en général, ils les portent parce qu'ils ont un défaut de vision à corriger. Et donc là, il y a toute une question de travail avec les fabricants de verre et les opticiens pour pouvoir se caler sur sa vue. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que je ne sais pas si c'est... je me demande, je suis peut-être trop âgé pour ça, mais si finalement passer de ça à ça va changer notre manière d'interagir les uns avec les autres. C'est complémentaire. C'est pas un remplacement. La Watch ne remplace pas le smartphone. Bien sûr. Mais c'est un super prolongement, malgré tout. Oui, mais c'est un prolongement qui pour moi est un prolongement qui est tactile, qui est haptique. Le truc dont je me sers le plus sur une montre, c'est quand je me rends quelque part ou quand je me balade, parce que j'ai un sens de l'orientation qui est déplorable. Le simple fait que ça vibre 3 fois quand on t'indique qu'il va falloir que tu tournes à gauche à un moment, ou quand tu conduis, c'est extrait. Tu vois, mais pour moi, c'est le toucher. Là, la superposition, et alors surtout quand tu vois là, pour ceux des auditeurs qui sont en train de regarder ou qui suivent Tech & Co en vidéo, là à travers les premières lunettes, la première chose qu'on voit, c'est je ne veux pas te regarder. Je te vois à travers mes lunettes, mais tu ne me vois pas. Non, mais je suis d'accord avec toi, on l'a déjà dit effectivement sur ce plateau, c'est qu'on va aller vers une génération de gens complètement allumés qui marcheront dans la rue en regardant en l'air. Parce qu'ils seront en train de regarder autre chose. Mais c'est peut-être mieux pour la nuque finalement. Ce sera sans doute mieux pour la nuque que d'avoir la tête baissée, assurément. Bon, il y a un autre sujet, c'est un sujet social. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire que quand même, toutes ces lunettes, elles sont quand même d'enregistrer toutes tes interactions sociales. Et donc, dans la rue, n'importe qui a tes lunettes peut t'enregistrer. Ça a déjà commencé.
commencé avec les Ray-Ban Meta, et tu as qu'à voir sur les réseaux sociaux toutes les vidéos, ça a déjà changé, où c'est des vidéos vraiment, c'est pas toujours précisé, mais elles ont été faites avec des lunettes. Et c'est encore plus intrusif, effectivement, qu'avec le smartphone. À l'inverse, on peut comprendre l'intérêt de Google pour le sujet, parce que là, ça permet d'affiner Google Maps en continu, de repérer les centres d'intérêt en continu. Et donc, pour tous ceux qui travaillent sur cette branche de l'IA, qui sont les world models, les représentations de ce avec quoi l'utilisateur interagit quotidiennement, c'est un outil d'apprentissage qui est absolument colossal. Ça, c'est très clair. Ouais. La vraie question, on en parlait tout à l'heure, et Jean-Baptiste en parlait tout à l'heure, c'est aussi sur la gestion du contexte. Effectivement, le rêve de se dire je croise François et immédiatement j'ai toutes les informations de contexte qui me permettent de faire semblant de très bien connaître François et de lui rappeler que notre dernier rendez-vous et notre dernière conversation avait été génial. Ça pourrait me sauver la vie parce que je suis pas très bon dans ce niveau. Tout le monde rêve de ça, mais tout le monde rêve de ça, n'arrivera pas. Mais déjà, quand tu vois l'impossible, la difficulté qu'ont les IA embarquées dans les téléphones à faire ça, alors que dans ces écosystèmes-là, il y a déjà tout. Encore une fois, là, je ne veux pas remettre en avant mon âge, mais quand tu as 30 ans d'email, 30 ans d'agenda, 15 000 contacts, des milliers d'informations dans tous les sens, tu t'attendrais, dans un écosystème privé et qui est marketé comme étant Apple Intelligence, tu t'attendrais à ce que cette synthèse, elle soit faite. Le prochain moment magique, ça va être ça. Mmh. Ça ne va pas être uniquement n'oublie pas de souhaiter sa fête à ta maman, mais ça va être aussi. J'imagine ce pauvre algorithme d'Apple Intelligence qui dit bon, je m'attaque à l'IA de Philippe Devreust. Et là, il regarde ton carnet d'adresses, tes mails et tout. Il doit suffoquer en fait. Il doit se dire waouh. Oui, mais c'est Apple Intelligence. Tu es censé avoir. Non, mais c'est clair. Tu as la puissance t'as 1 million de fois la puissance des supercalculateurs avec lesquels on faisait des simulations nucléaires au CEA dans les années 90. Ouais. Tu as plus de mémoire que ce que mais tu voudrais ChatGPT le fait un peu déjà, parce que tu as une profondeur sur ChatGPT, et puis en plus, quand tu l'utilises depuis déjà quelques années, tu t'aperçois qu'il sait beaucoup de choses sur toi, et c'est hyper... Il a une conservation du contexte, extrait des discussions, ça c'est très clair, et extrait de toutes les questions que tu as pu lui poser. Si tu lui poses des questions, il va te rechercher des éléments de réponse sur des points que tu n'as pas précisés, mais qui sont exacts, quoi. On a des détails sur les lunettes, sur le poids, sur l'autonomie, ou c'est... déjà, tu as vu, toute la puissance est déportée sur les lunettes Aura, donc qui sont les hauts de gamme. C'est un peu comme le Vision Pro, c'est-à-dire que, enfin, la puissance n'est pas déportée, mais la batterie est accrochée à ta ceinture. Là, la puissance est déportée parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'arrive pas à miniaturiser toute cette puissance dans des branches ou autour des cercles des verres, si tu veux. Donc là, elles sont déjà très grosses quand même. Hein. Elles sont grosses. Franchement, qui pourrait porter ça? Et puis, j'ose même pas imaginer combien ça pèse. Oui, mais attends, quand tu sais que les 2 tiers, je pense que je me trompe pas de beaucoup, les 2 tiers du volume et du poids d'un objet comme celui-là, c'est la batterie. Ouais. Tu regardes le volume disponible dans des lunettes et tu te dis que tu ne peux pas avoir... C'est déjà une prouesse remarquable que d'arriver à embarquer dans des lunettes une puissance de calcul suffisante pour la captation des mouvements et des interactions, l'enregistrement vidéo, il doit y avoir du VLC quelque part dedans, et l'affichage sur l'écran. Mais on est d'accord que ça, c'est des frontières qui sont sans cesse repoussées et qui vont être repoussées de toute manière. Ah oui, la loi de Moore va faire c'est une question de temps pour arriver à plus de miniaturisation. On souhaite bonne chance quand même à Google, hein, et puis on verra. Mais en plus, c'est vrai que tu parlais des Google Glass, mais c'est le plus bel échec de la tech, je trouve. Oui, bien sûr. Glass, en fait, ça a été un échec constructif. Absolument. Et puis c'était juste un échec commercial, parce que voilà, c'est une question de time to market, mais l'idée était géniale. Je ne suis même pas sûr que chez Google, ce soit considéré comme un échec, finalement. Parce que ça a toujours été un prototype finalement qui a évolué. Ouais. Dans l'actu, on parlait d'IA, on va y plonger maintenant. Est-ce que vous connaissez le PDG d'IBM, Arvind Krishna? C'est son nom. Arvind Krishna a balancé sur l'IA, et ce qu'il dit fait réfléchir quand même. Il le dit assez sèchement. Il dit que la frénésie actuelle autour des capacités IA repose sur un socle financier fragile. Les coûts d'équipement qui coûtent cher, les cycles de remplacement courts, parce qu'à partir du moment où tu investis dans des puces, tu sais que 5 ans après, elles sont cramées, il va falloir, ou 3 ans, il faut les remplacer. Et la facture énergétique. Et voilà. 2 choses sur la facture énergétique. Il faut créer de l'énergie,
Ça coûte une blinde de fabriquer des centrales nucléaires et tous ces trucs-là. Et puis après, voilà, il faut refroidir tous ces trucs-là, enfin, etc. Et Krishna dit, voilà, l'équation ne tient pas. Et ça vient un petit peu, alors non pas conforter, mais ça va dans le même sens que ce qu'on dit depuis un moment. Est-ce que finalement cette frénésie de l'IA, elle va pas déboucher sur une espèce d'explosion où il y en aura partout, tu vois, ça va être horrible. C'est aussi que l'équation financière, c'est ce que tu as dit, c'est le coût, la technique et l'énergie. Et sur le plan financier, le problème, c'est que c'est pas rentable l'IA aujourd'hui. Et il donne un chiffre qui est super intéressant. Il dit pour mettre en route 1 gigawatt de capacité de calcul, ça coûte 80 milliards de dollars. Pour fabriquer, en fait, la station d'énergie, donc... Non, oui, c'est ça, je crois. Voilà. Et pour 100 gigawatts, qui est l'objectif prévu, on arrive à 8 000 milliards de dollars. Wow. Et aujourd'hui, l'IA ne rapporte pas 8 000 milliards de dollars. Monsieur JB Oui. J'aime pas du tout ce qu'il dit. C'est vrai ? Ouais, tu vois, pour une fois, je vais dire exactement l'inverse à quoi tu t'attends. J'aime pas ce qu'il dit parce qu'en fait, ça aurait été quelqu'un d'autre qu'IBM, j'aurais peut-être plus écouté. IBM comprend pas l'IA, arrive pas à bien gérer. Ils ont été les premiers sur Watson. Watson, c'était le pire truc pipeau jamais utilisé. C'était vraiment... je les trouve pas... c'est pas le bon pari. Là, en fait, ils ont fait des achats très intéressants. Hein. Confluent, il y a pas longtemps. HashiCorp. Deep Blue, c'était eux pourtant. Hein, ouais, mais en fait, ils ont eu un bon départ. Mais c'est comme Google, tu vois. Google, c'est quand même eux qui font le papier sur l'attention, qui fait les Transformers. Ils font rien. Ils se sont réveillés il y a 3 ans en faisant un code red et qui sort maintenant. Non, mais ils ont une histoire quand même. Tu peux pas les balayer comme ça d'un revers de manche. C'était de l'IA connexionniste, comme on dit. Mais mais en fait, IA, mais là, il passe à côté. Et donc, il dit, tout ça, c'est nul. Je suis d'accord, il a raison sur plein de points. Comme disent les jeunes, il a le seum, c'est ça ? Je l'aurais pas dit comme ça, mais c'est un peu l'idée. Là où il a raison, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, les coûts sont trop importants. C'est-à-dire qu'effectivement, un data center, ça coûte 1 giga, ça coûte 8 milliards. Quoi, hein. Et ça, c'est vrai, y compris... 88 milliards. 80. Ouais, alors, bon... Non, mais je pense que là, tu vois, là, il exagère, mais c'est pas grave. En tout cas, les ordres de grandeur sont là et le revenu n'est pas là. Et ça, c'est vrai, le revenu n'est pas là. Mais la bulle, elle va exploser. Personne ne sait quand. Tout le monde sait qu'il y a une bulle. Ah, ok. Donc tu dis que pour toi, la bulle, inexorablement, va péter. Mais elle va péter, mais c'est une bulle qui va être un problème financier. Tu vas avoir une consolidation des acteurs. T'imagines quoi comme scénario ? J'en sais rien, mais je sais pas. Fin 2026, il y a plein de startups qui vont pas réussir à relever et tu vas avoir une consolidation. Et incroyablement, la consolidation, elle va être au cours des 4 grands ou des 5 grands américains, etc. Donc, c'est pas très grave. Il y a des gens qui vont perdre de l'argent. Nvidia, ça vaudra plus 5 000 milliards. Ça vaudra que 2 500 milliards. D'ici là, ils auront réussi à racheter Intel et des trucs comme ça. Enfin, c'est pas grave. C'est des cycles. C'est pas comme la bulle de 2001 et la catastrophe 2001 où il y avait vraiment pas de business. Aujourd'hui, c'est dans les produits, quoi. Je veux dire, c'est dans Google Doc, c'est dans Office. Oui, tu as une bulle, tout le monde sait que c'est un peu... On ne sait pas d'où elle va sortir, mais c'est pas grave. C'est grave si tu as trop d'investissement là-dedans, c'est sûr. Mais enfin, tu vois, moi, regarde, les entreprises ont du mal quand même à passer à l'IA. Mais c'est pas vrai, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que en fait, toutes les boîtes qui font du SaaS vont intégrer de l'IA. Et tu vas pas le voir. Et tu vas même plus voir que c'est de l'IA. C'est un algo. Mais donc elles vont payer plus cher parce qu'il va falloir la financer cette IA. Mais non, parce qu'en fait ton coût au token en fait va descendre. Et en fait tu as des gains de productivité dans les boîtes de logiciels qui font que le coût du logiciel va baisser. Donc tu vois, ok, tu vas avoir une augmentation, mais tu vois, Copilot, là, Microsoft a annoncé ses augmentations, c'est 15%. Bon, par rapport à l'inflation, c'est pas démentiel et t'as Copilot à peu près partout. Ouais. Tu penses que Copilot, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent ? Mais tu vas l'utiliser dans ton Office, tu vois, t'as un mail trop long de quelqu'un qui t'envoie un mail trop long, tu cliques, ça te résume, ça te fait les 3 bullet points et lui de l'autre côté, en fait, quand il a envoyé, il a fait les 3 bullet points, il a cliqué et ça fait le mail trop long. Ce sera une feature parmi d'autres. Ouais, ouais, d'accord. Oui. Ouais. Mais ça, tu vas avoir des chips d'inférence beaucoup plus faibles. Et donc là, par exemple, Google a réussi à avoir des TPU bien plus faibles. Donc c'est très intéressant. Tu as tout le monde qui se met à faire des chips où le coût au token va être divisé par 100. Donc ça va rester. Philippe. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce débat, effectivement, je suis d'accord que la sortie d'IBM
c'est un peu le grincheux qui vous dit ouais, je vous l'avais bien dit. Bon, voilà, parce qu'il n'est pas dans le game. Bon, ok, très bien. Mais moi, ce que je trouve intéressant quand même. Mais ces propos tiennent la route malgré tout. Les propos, ils rappellent une chose intéressante, à côté de laquelle on est à moitié passé en France. C'est que un des leviers principaux ou un des freins principaux à l'IA, on sait qu'il faut de l'accès au hardware, ça on le sait. Pour l'instant, en tout cas, quand on cherche à faire des modèles frontières, des très très grands modèles, il faut de la compétence, il faut des talents et il faut de l'énergie. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que depuis 4 à 5 mois, quand on parle des projets de data center dédiés à l'IA, le proxy qu'on utilise pour décrire son volume, sa capacité, c'est plus le nombre de milliers de GPU qu'on va mettre dedans, c'est les gigawatts ou les mégawatts. Donc la puissance électrique est devenue l'échelle de mesure. L'échelle. Voilà. Donc ça, c'est intéressant de l'observer. Et alors, on aurait pu se dire en France, génial, on fait un sommet sur l'IA. Anne Masseran, si tu nous écoutes, on a de l'énergie décarbonée et on a le mégawattheure, un des moins chers de toute l'Europe. Et trop. Les rapports de tarifs, si vous suivez le prix spot de l'électricité, il y a 2 jours, moi je faisais une conférence sur l'énergie à Nice hier. Donc j'avais regardé, il y a 2 jours, l'électricité française était 3 fois moins chère que l'électricité allemande et 5 fois moins chère que l'électricité suisse. C'est juste un fait. Donc moi j'avais dit, mais c'est là-dessus qu'il faudrait que la France ait une carte à jouer. Il y a ses talents grâce au crédit impôt recherche, mais il y a aussi son énergie. Et en fait, c'était pas du tout dans la conversation sur le sommet sur l'IA. Ça a été dans les annonces qui ont été faites. On a parlé de ça. Dans les annonces qui ont été faites à la fin. Oui, mais qui était assez largement décorrélé. Je me souviens, on mettait en avant le surdimensionnement énergétique de la France par rapport à d'autres pays. Voilà, et les deals. Macron, d'ailleurs, il avait eu un. Oui, bien sûr. Et je me souviens, j'avais même reçu dans Tech & Co, en fait, le patron d'un data center qui allait investir pas mal d'argent, je crois que c'était 1 milliard d'euros en France, et qui disait on a choisi la France parce que je sais que je n'aurai pas de problème d'énergie. G42 Je sais plus. Et alors je sais plus de stack. Les deals qui ont été annoncés tout à fait à la fin du sommet portaient essentiellement sur les infrastructures énergétiques. Et patatras, manque de bol, quelques mois après, Luc Rémond, le patron d'EDF, qui avait pigé le sujet et qui était prêt, qui était à la manœuvre, a été débarqué. Un objet comme EDF, il faut 2 ans et demi avant de commencer à diriger EDF, avant de comprendre à quel point c'est compliqué. Et entre-temps, on a vendu Exaion aux Américains. Donc on n'a juste rien compris sur le sujet, alors qu'on a effectivement une carte à jouer dans l'énergie. Après, la deuxième chose, et je m'arrêterai après, c'est 8 000 milliards de dollars, c'est 4 plans Marshall. C'est 4 fois le montant du plan Marshall en dollars de 2024 actualisé. Et ça devrait faire réfléchir. En tout cas, ça devrait donner une idée de l'ambition de transformation qui est derrière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à l'apercevoir. Messieurs, oui, Jérôme, rapide, en quelques secondes. C'est complètement fou, mais tu as tout à fait raison sur l'énergie et même sur ce surplus d'énergie. Vous avez vu, c'était une communication d'RTE là, ces jours-ci, qui nous explique qu'on a trop d'énergie. On va devoir réduire même la production d'énergie renouvelable. Oui, on en parce qu'on en fait trop. Il faut reprendre. Donc laissez vos lumières allumées, laissez vos box allumées. Mais bon, là on paye quand même, c'est ça. Si encore c'était gratuit. Oui, mais on paye pas cher. On paye cher. On subventionne les autres. On subventionne les autres. Ah non, mais il y a. Non, mais tu viens de dire que c'est moins cher qu'en Allemagne. C'est l'Europe qui fait que. Non, mais je parle de l'électricité produite. Oui, le coût de production. On ne parle pas du tout du coût pour le consommateur qui a quand même eu tendance à croître énormément. Donc, c'est pas le sujet ici, mais je pense qu'il faut revoir de fond en comble la PPE 3 avant de partir dans le mur joyeusement. Bon, je note qu'il faut faire aussi une émission spéciale énergie. Alors, et PPE 3. Tu sais qu'on peut faire une émission de 24 heures si tu veux. On prend plein de sujets, on est chaud. On fait les 24 heures de Tech & Co. Waouh! Ouais, vas-y. Hein. Attends, vous savez quoi? Ne chauffez pas, les amis. Ne me chauffez pas. Il faisait ça sur RMC. J'ai fait ça sur RMC. J'ai fait 24 heures d'antenne, non-stop. Ok. Ouais. C'est enregistré quelque part, on peut regarder? Oui. À la fin, c'était pas joli à voir quand même. Allez, on revient dans un instant pour la suite de Tech & Co. On va poursuivre avec Optimus, tiens. Ah là là, Optimus a trébuché, c'est le cas de le dire. Mais est-ce que Elon Musk trébuche aussi en même temps que le robot Optimus trébuche? On va se poser la question dans un instant. À tout de suite sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
20h04. Merci d'être là, c'est Tech Co, c'est BFM Business. Vous le savez, on est là jusqu'à 21h. Encore une demi-heure de débrief avec Philippe Devost, qui est toujours avec nous. Philippe Devost, qui est fondateur de Phileos, le co-créateur de VLC aussi, est là, Jean-Baptiste Kampf et Jérôme Colombin, journaliste et créateur du podcast Monde Numérique. Les amis, du côté de chez Optimus, ça trébuche, ça vacille, ça marche pas bien en fait. Et quand on dit ça marche pas bien, c'est à prendre au premier degré, parce qu'il y a une petite vidéo qui tourne, alors une vidéo captée sur les réseaux sociaux qui n'a pas grand intérêt, mais qui montre quand même que eh bien, ce robot n'est pas véritablement encore au point. Ça va un peu à l'encontre de ce que dit Elon Musk, parce qu'Elon Musk dit, ben voilà, dans quelques mois, on aura tous un Optimus à la maison, vous allez pouvoir vous offrir ça pour $20 000. Et il y a deux polémiques. Il y a cette vidéo qui dit, bon, ben voilà, ça marche pas très bien. Et puis la deuxième, c'est que finalement, il n'est pas si intelligent que ça, et qu'à chaque fois qu'on voit des vidéos de démo d'Optimus, il y a un gars qui est là avec sa télécommande, comme moi quand j'étais petit. Non, regarde, là, il enlève un casque. Là, il regarde. Oui, c'est ça. Il enlève son casque, regarde. Tu regardes dans la vidéo, là, hop, il y a quelqu'un qui lève le casque. Ah ben voilà. Bah oui. Donc c'est télé-opéré. Il y a deux problèmes. Un, il renverse les bouteilles, et deux, on découvre qu'en fait, il y a un mec qui enlève le casque, quoi. Bon, alors, est-ce que Elon Musk nous aurait menti ? Mais bien sûr, depuis le début, nous. Mais moi, je suis ravi. Mais exactement. Alors, je suis ravi par deux raisons. La prochaine, c'est que mon prochain projet qui s'appelle Kyber, c'est justement pour de la téléobservation et de la téléopération de robots et de drones. Alors attends, c'est quoi ton projet Kyber là ? On en parle en janvier 1er quand je lance ça officiellement. Mais en tout cas, si tu veux. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça prouve exactement les besoins. Il y a énormément de besoins sur ces machines qui sont jamais 100% autonomes. On l'a vu, donc les Tesla, les voitures Waymo, en fait, il y a toujours, même si c'est 1% des cas où ça marche pas, tu as toujours besoin d'avoir quelqu'un à distance qui reprend le contrôle. Donc ça, c'est la première remarque. Et la deuxième remarque, c'est que il faut savoir quand reprendre le contrôle, donc tu dois observer à distance. Et en fait, surtout, le sujet du robot humanoïde, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, un robot, on estime entre 100 et 1000 tâches, et pour chacune de tes tâches, tu dois entraîner un modèle d'IA pour faire cette tâche. Donc en fait, quand tu te rends compte des modèles qu'il faut pour la robotique, c'est très très compliqué, parce qu'en fait, c'est des monstres d'entraînement, et aujourd'hui, on en est très loin. Bon, ça veut dire que quand Elon Musk nous dit que dans 1 an ou 2, on pourra avoir notre Optimus à la maison, bullshit. Ouais, j'y crois pas à la maison, mais c'est vrai que ça va arriver, ça va faire quelques petites tâches, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a un vrai besoin. Quelques petites tâches, c'est-à-dire ça va salir la nappe ? Je sais pas exactement, et tu vois, d'abord, tu as beaucoup de démos. Ça va débarrasser la table. Tu as beaucoup de démos, tu regardes comme là, où en fait, il fait des choses, mais tu ne le vois pas souvent attraper des objets. Parce qu'en fait, la préhension... Ouais. C'est un des sujets les plus difficiles en robotique et qui est pas. Alors là, il fait une démo. Alors là, comment il fait là ? Parce que là, c'est l'appréhension justement. Le truc est hyper entraîné. Il a quelqu'un qui a entraîné tout pour un œuf en fait. C'est toute la difficulté entre les démos très scriptées, très encadrées sur lesquelles le robot a été entraîné, et puis la vie réelle. Qui est constitué de milliers de choses extrêmement complexes pour des machines. Il y a un type qui a formulé un paradoxe sur le sujet qui est Moravec. Et le paradoxe de Moravec, c'est que les choses qu'un enfant de 5 ans, 5, 6, 7 ans commence à apprendre à faire de manière spontanée sont parmi les choses les plus compliquées. Enfin, faire un œuf sur le plat, le jour où un Optimus te fait 2 œufs sur le plat sans laisser un morceau de coquille, là ils auront franchi une étape. Dans tous les scénarios qui sont scriptés, tout va bien. Mais moi, ça ne me choque pas qu'on en soit encore à téléopérer. Ce qui me choque, c'est qu'on ne le dise pas. Mais voilà, est-ce que c'est pas de la publicité un peu mensongère ? Mais c'est ce qui a été fait sur Tesla. Tesla, ça fait quand même 10 ans qu'il nous dit qu'on a une voiture 100% autonome. De fait, tu lâches le volant, ça sonne. Ouais, mais on est d'accord que c'est quand même mature. Non, ils disent pas ça. Au contraire, ils s'en défendent, ne serait-ce que pour des raisons. Au début, ils s'en défendaient pas. Il y a un peu de. Au début, ils te survendaient. Storytelling. Mais pour revenir sur l'aspect communication d'Elon Musk, oui, il nous ment, mais Elon Musk, il a toujours fait ça. Il te vend du rêve, il donne des échéances qui ne sont jamais respectées, mais à l'arrivée, le rêve se réalise quand même. Oui, c'est le seul truc qui ne tient pas. Jusque-là, le seul truc qui ne tenait pas, c'était les échéances. Mais là, effectivement, sur le coup COUP de l'autonomie, il y a quelque chose qui est malaisant, comme diraient nos jeunes. Mais en tout cas, pas le fait qu'un robot soit encore téléopéré, téléassisté. Ouais. Mais le fait de ne pas le dire et de ne pas montrer que... Mais il y a un tel enjeu pour mais lui... ça casserait la magie.
Oui, ça casserait la magie, y compris pour ces investisseurs. Mais rappelez-vous, ouais, c'est ça. Et rappelez-vous, on en était il y a quelques années à peine. C'était Boston Dynamics et on trouvait ça fantastique parce que le chien arrivait à ouvrir la porte et puis parce que le robot faisait des pirouettes. Mais il n'avait pas cette aisance, il n'avait pas même sur l'appréhension, ça a quand même fait vachement de progrès. Mais t'as raison, les progrès sont dingues. Boston Dynamics, vous vous souvenez pourquoi ça s'appelait Dynamics ? Parce qu'au départ, ces robots, pour se tenir soit à quatre pattes quand c'était des chiens, entre guillemets, soit sur deux pieds, étaient obligés en permanence de sautiller. C'est vrai. Parce que c'était le seul moyen de maintenir l'équilibre. Ça s'appelait Dynamics parce que c'était le mouvement permanent qui permettait la stabilité, entre guillemets. Rien que là-dessus, toutes les générations de robots, y compris chinois, y compris ceux d'Unitri, maintenant, quand ils sont debout, ils sont statiques. Ouais, ils sont statiques. Et on ne se rend pas compte à quel point c'est d'une complexité folle. Mais c'est incroyable. Il faut des capteurs, des accélérateurs, plein de trucs partout. En fait, on va y arriver. On commence d'ailleurs à y arriver sur la partie capteur, sur la partie position. Pour le moment, ce qu'on ne sait pas, c'est véritablement cette partie IA robotique en permanence. Tout ce qu'on appelle le level 2, qui est pas le level 1, c'est vraiment juste les réactions de la tenue, mais le level 2 pour plein de tâches. En fait, c'est encore très loin. Tu vois, Enchanted Tools, ils ont une approche, par exemple. Donc c'est une société française. On connaît bien avec Jérôme Monceau. Avec Jérôme Monceau, ils ont une approche bien différente où ils te disent, en fait, nous on va faire certaines tâches et on va aider le robot avec, t'as des poignées, etc. En se disant, ce qu'on veut, c'est un truc qui soit fonctionnel cette année ou l'année prochaine et pas te vendre du rêve. Mais c'est sûr que le futur, c'est ça. La question, c'est quand ? Oui. Après, la première échéance fixée par Elon Musk, c'est les usines. C'est pas d'aller nous servir le thé à la maison. Hein. Les Chinois racontent beaucoup plus toujours le flou. Tu vois, par exemple, quand il fait des démos ou des conférences de presse, tu as toujours un robot qui sert des cocktails. Tu vois ce que je veux dire ? Attends, s'il restait statique sans rien faire... Non, mais d'accord, mais quand excuse-moi, mais un robot qui fait des cocktails, tu te dis que demain, ça pourrait se projeter. Tu te projettes, en fait, et tu te dis, peut-être que demain, s'il arrive à faire des cocktails, il pourra passer l'aspi. Tu vois, c'est ça. Mais en fait, on en est très très loin. Les aspirateurs. Les aspirateurs, c'est pas la tâche importante. La tâche, c'est faire la cuisine. Mais bien sûr. La cuisine. Et puis la deuxième tâche qui est excessivement complexe pour un robot encore aujourd'hui, c'est de vider et de remplir un lave-vaisselle. On l'a vu avec pour un humain aussi. Oui, pour un humain, mais pour d'autres raisons. Ah non, moi j'adore. Dont celle de la motivation, mais c'est un autre sujet. Mais personne n'a la même mathématique. Non, mais pour revenir à Musk, et ça fera peut-être le lien avec le sujet suivant, mais l'enjeu pour lui, d'abord, il a fait des promesses énormes sur les volumes de robots qu'il allait produire. Il a expliqué une ou deux fois que, en fait, Tesla, c'était une entreprise qui faisait des robots. Il a déjà préparé ses investisseurs à la migration. Et il en a besoin pour les premières missions de Starship. Il en a besoin pour ses projets de colonisation. Ça reste quelqu'un qui intègre complètement tous les composants qu'il développe. Il en aura besoin probablement pour ses robots taxis, histoire de rassurer les premiers passagers et les régulateurs. Tu penses qu'il y aura des robots humanoïdes dans les robots taxis ? Bien sûr. Bien sûr. Pourquoi ça sert à rien. C'est un composant, de son écosystème. Et d'ailleurs, ces robots, ils utilisent... Autant mettre une poupée. Ces robots, ils utilisent les chips développés par Tesla pour le full self-driving, les FSD boards, dont je vous rappelle que Tesla a viré NVIDIA. Les premières Tesla avaient des calculateurs NVIDIA à bord. Et puis, il a fait ses propres chips. Donc, il fait tout. Mais l'enjeu en termes de volume est tel que mentir ou en tout cas mentir par omission sur la supervision est probablement un peu risqué. Je suis d'accord, mais j'ai l'impression que c'est une espèce de consensus. Et depuis très longtemps, rappelle-toi au CES de Las Vegas, quand on voyait les bras robotiques, avec eux les bras, qui sortaient du mur et qui étaient censés faire la cuisine, justement, prendre les poêles, machin, etc. Comme par hasard, les démonstrations n'étaient pas en continu, mais c'était des slots. Régulièrement, ça se mettait en route, puis après ça s'arrêtait. Parce qu'en fait, et on l'a compris plus tard, il y avait des gens derrière. Bien sûr. Exactement. Et puis c'est hyper scripté en fait. Donc. Tout à fait. Donc, et depuis cette époque-là, on en est là aujourd'hui, et effectivement, il y a une espèce de consensus pour cacher ce tour de magie. Parce qu'en fait, on se projette dans le futur, un futur qui n'est pas prêt technologiquement, et on se dit, on vous dit, dans quelques années, vous pourrez faire ça. Ça va ressembler. Mais qui avance très vite quand même. Et on triche. Oui, ça avance vite. Moi, j'avais quand même une question. Mais le plus gros tricheur, c'était Steve Jobs, quand il a présenté l'iPhone, c'était de la triche, il ne marchait pas. Moi, j'ai une question quand même sur la partie, je me suis demandé si le fait que toute la partie robotique, elle était
brander Tesla, alors que tu vois, il aurait pu créer une autre société, il aime bien créer d'autres sociétés. C'était pas le fait aussi pour arriver à une certaine valorisation, parce que Tesla en fait a une valorisation par rapport aux autres constructeurs automobiles qui est littéralement délirante par rapport à son chiffre d'affaires. Et tu vois, je me posais la question si justement le virage de robot qui peut avoir un chiffre d'affaires où il va arriver en étant probablement le premier sur ce marché va lui permettre de justement garder cette valorisation très très élevée qui semblerait être un petit peu survalorisée. Les Chinois sont bien avancés. Ouais, il y a pas mal dans les deux domaines. Et même Figure.ai, qui est une boîte qui a l'air assez intéressante. Ouais. Et les Chinois sont très avancés à la fois dans l'automobile et dans la robotique humanoïde. Bien sûr. Parce qu'ils savent maintenant produire en très grande quantité des objets de très haute précision. Ils ont appris ça grâce aux Américains et l'élève a dépassé le maître. On parlera d'ailleurs tout à l'heure des constructeurs chinois, notamment dans les smartphones. Il y a une étude qui est sortie qui est très intéressante. Mais auparavant, on reste dans l'univers Elon Musk avec SpaceX qui se prépare à rentrer en bourse. Selon plusieurs médias américains, Elon Musk vise une introduction dès 2026 avec un objectif gigantesque, lever plus de 25 milliards de dollars et atteindre donc cette valorisation de plus de 1000 milliards. Ce serait l'une des plus grosses introductions en bourse de l'histoire. Jean-Baptiste Suette nous raconte tout cela et on revient juste après. Au cœur de cette future introduction boursière, une machine à cash. Starlink, la constellation Internet d'Elon Musk, est devenue le moteur financier du groupe. Elle représente désormais la majorité des revenus avec près de 15 milliards de dollars cette année et une trajectoire qui grimperait entre 22 et 24 milliards l'an prochain. C'est ce basculement du modèle économique de l'espace vers les télécoms qui donne aujourd'hui à SpaceX la masse critique pour entrer en bourse. Elon Musk veut capitaliser sur cet élan. SpaceX prépare désormais une nouvelle brique technologique, des data centers en orbite, des centres de calcul directement connectés au satellite Starlink, capables de stocker, traiter, redistribuer des données dans l'espace. L'avantage, limiter les échanges inutiles avec le sol et réduire la latence en traitant une partie des flux directement en orbite. C'est une étape de plus dans la stratégie d'intégration totale du groupe. Fusée, constellation Internet, spectre radio, services mobiles et bientôt informatique spatiale. Une architecture complète conçue pour verrouiller le marché mondial des communications de demain. Voilà, explication signée Jean-Baptiste Huette. Donc 2026, on aura plein de choses à raconter. On vivra sans doute cette introduction en bourse. 1, déjà, est-ce que vous y croyez ? 2, les valos vous paraissent corrects ? Et 3, pourquoi faire ? Jean-Baptiste nous a donné quelques pistes. Donc Starlink, cette histoire de data center dans l'espace, c'est dingue. Tu y crois, toi, Jean-Baptiste, à ça ou pas ? Moi, j'y crois pas trop, et je vois pas trop l'intérêt. Pourtant, bon, monsieur data center ici, avec tout le respect que je dois pour Philippe et Jérôme, c'est un peu toi, quand même. Ouais, d'accord, mais je vois pas l'intérêt, en fait. Quel est le gain ? Tu vois, si c'est pour avoir de l'énergie pas chère, t'as plein d'endroits où il y a plein d'énergie solaire. C'est quand même compliqué. Enfin, un data center, vu le nombre de manipulations que tu dois faire, le nombre de matos qui cassent, ça me paraît. Je vois pas le gain. Par contre, c'est vrai que moi, Starlink, je trouve ça absolument génial. J'utilise. C'est vraiment c'est vraiment révolutionnaire. Et surtout, enfin, tu vois, c'était une entreprise de fusée. Et finalement, le fusée, c'est juste son byproduct. Ouais. Je crois beaucoup plus à des usines dans l'espace, c'est-à-dire tu envoies des trucs dans une station pour aller faire des colonies sur Mars. Oui, mais donc tu auras besoin de réseau, tu auras besoin de data, tu auras besoin de stockage et de data. Ouais, mais c'est pas des vrais data centers pour faire de l'IA. Enfin, c'est pas des trucs de gigawatts de puissance avec des centaines de tonnes, des milliers de tonnes. Tu vois, c'est pas ce que je vois. Mais par contre, ouais, faire des mini-usines pour assembler des choses en orbite avant de les envoyer, pas mal. Ouais, Philippe, ces data centers dans l'espace. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu es d'accord avec JB ou ça te paraît quand même assez plausible ? Rappelons ce que c'est. Ce serait donc comme des gros satellites avec dedans de la puissance de calcul qui serait refroidi. On comprend pourquoi, parce que c'est à 500 ou 600 km d'altitude, il fait froid. Donc, il fait froid sauf quand tu es exposé directement au soleil, puisque la température d'un objet, même en orbite basse, varie entre... moins 100, plus ou moins 50 degrés, ça on s'en fiche, mais on est dans le très fortement négatif ou on est dans le très fortement positif. Donc t'encaisses des amplitudes de chaleur monstrueuses. La deuxième chose, c'est que t'encaisses des radiations à très haute dose, puisque tu n'as pas l'atmosphère pour te protéger. Or, on arrive dans les longueurs d'onde qui, justement, crament un certain nombre de composants électroniques. Après, on peut imaginer qu'ils soient protégés dans un système blindé, etc. Alors, il y a ça, ou alors c'est simplement l'application ou l'extension
du génie de Starlink et du génie des petites des petits satellites, parce que les petits satellites, dans le modèle économique, ils ont une durée de vie de quelques années. Au bout de quelques années, ils se désintègrent, c'est un autre sujet, les débris spatiaux, mais ils ont été remplacés par le satellite suivant. Or, le satellite suivant, comme il a été construit 3 ans après, il a bénéficié au sol de toutes les innovations technologiques qui ont été embarquées dedans. C'est-à-dire que tous les 3 ou 5 ans, tu as un renouvellement technologique. En fait, la constellation de Starlink comme un smartphone, en fait. s'upgrade en continu. Oui, c'est comme un smartphone, mais quasiment en continu, puisqu'à chaque lancement d'un satellite qui vient remplacer celui qui est décommissionné, tu as gagné de la puissance, de l'efficacité, etc. Donc, à mon avis, c'est ça. Il faut imaginer le data center comme étant la collection d'un ensemble distribué déjà plus, de petits objets en permanence renouvelés. Et effectivement, imaginez qu'on envoie un truc avec les derniers NVIDIA là-haut, dans 5 ans, il est obsolète. Et donc, plus c'est gros, plus il faut que ça dure longtemps. Et donc, plus ça va devenir obsolète. Donc, pour moi, c'est cette révolution du lancement continu. Et comme tu le disais, Jérôme, le fait de maîtriser ses propres lanceurs et de pouvoir réserver sa propre capacité de lancement à ses propres produits, c'est quand même un luxe ça va dans le... Voilà. Ouais. 2, comme on arrive à la fusée réutilisable, on arrive même à la capacité à récupérer ce qui est transporté et la charge utile, on peut imaginer pour certains composants de redescendre sur Terre des choses qui ont besoin d'être améliorées ou qui vont être utilisées pour d'autres choses. Mais je pense que c'est beaucoup plus cette logique de déploiement en continu et de mise à jour en continu qui va prévaloir. Mais c'est un peu tout le concept, enfin son rêve, ce truc de folie, c'est tout un écosystème, il y a toute une logique. Quand tu vois en fait Elon Musk, c'est des briques comme ça, et puis au bout d'un moment, tu as l'impression que tout s'assemble de manière logique. Absolument. Des robots, des data centers. C'est la vision depuis le début. Depuis le début. Avec un sujet d'aide. Moi, j'ai quand même une petite pensée pour nos opérateurs télécoms et pour ceux qui les régulent. Ouais. Alors là, parce que c'est pas vrai de dire que Starlink est complètement dérégulé, parce que sur le segment de communication entre un satellite et le sol, on traverse l'espace aérien et il y a quand même des sujets de bande de fréquence et des sujets d'usage. De temps en temps, il y a quand même des stations au sol qui font la liaison. Je crois qu'il y en a une en France. Mais c'est clair que le degré de régulation auquel il est exposé est infiniment plus faible. Et la vraie question qu'il faut qu'on se pose, c'est de savoir si le modèle des opérateurs télécoms tel qu'il a été imaginé et régulé n'a pas vécu. Ils se sont déjà laissés enfermer par Internet et par la data. Aujourd'hui, la seule chose qui compte dans ton forfait, c'est combien de gigas. Ce que tu en fais est un autre sujet, et l'extraction de valeur, elle est ailleurs. Et là, subitement, c'est la même chose, mais sans régulateur, ou avec beaucoup, beaucoup moins de régulation. Et donc, cette idée d'avoir vue mondiale, c'est juste dément. Ouais. On arrête là pour ce sujet. Il nous reste 6 minutes, j'aimerais qu'on évoque le marché du smartphone. Savez-vous combien de smartphones se sont vendus en France en 2024 ? 11 millions. Ok, ça fait quand même pas mal. Et le magazine 60 millions de consommateurs a fait une étude assez intéressante, je trouve, sur la durabilité, la robustesse des smartphones. Et le résultat est assez étonnant. Si vous êtes avec nous à la télé, vous voyez cette infographie avec le classement des fabricants des smartphones les plus fiables. Numéro 7, c'est Apple. Alors qu'on aurait pu imaginer que Apple truste les premières positions. Non. Samsung, ils sont 5e. OK ? Alors que c'est les leaders dans le monde du smartphone. Le numéro 1, en termes donc de fiabilité, c'est le chinois Xiaomi. Le numéro 2, c'est Oppo et Sony. Alors pourtant, ils n'ont rien à voir tous les deux, mais ils doivent être ex-aequo, je pense. Le numéro 3, c'est Honor, encore un chinois. Numéro 4, OnePlus. Enfin voilà, après 6, Huawei, etc. etc. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'en 2025, on dit le contraire de ce qu'on disait, je ne sais pas quoi, en 2015. Voilà. Où tu veux de la qualité, pas cher et de durabilité. Tout ce qui est chinois, c'est de la camelote. Exactement. Et ben là, c'est l'inverse. Les meilleurs, c'est les Chinois. JB. C'est fou. J'ai une question, c'est comment tu définis la fiabilité ? Ouais, alors ça, effectivement. Là, il faudrait poser la question à 66. Alors, ils expliquent qu'ils ont interrogé 1267 personnes
qui ont répondu à 28 questions. Et c'est là où on peut quand même un petit peu s'interroger parce qu'on a l'impression qu'il y a un peu une question de ressenti, tu vois. C'est, bon, votre smartphone, ça va? Ouais, il marche bien et tout. Est-ce qu'il est tombé en panne? Non, je crois pas. Voilà. Parce qu'en fait, à chaque fois, je pose cette question, c'est qu'en fait, quand on te pose cette question, ça dépend de l'argent que tu as mis. C'est-à-dire qu'en fait, si tu considères que de toute façon, ton expectation, elle est pas très, très élevée, parce qu'en fait, acheter un smartphone à 250 ou à 400 euros, c'est pas les mêmes exigences que quand on a payé un qui coûtait 800 ou 1000 euros. Et donc, je pense que notamment, c'est pour ça que là, moi, le truc qui me fait le plus rigoler, c'est Google, pour ses pixels. Les pixels, ça coûte très cher. C'est quand même des smartphones de bonne qualité. Mais c'est vrai que à ce prix-là, tu dis, franchement, mon Samsung était aussi bien, mon Xiaomi était aussi bien. Mais c'est pour ça que je pense qu'il y a un petit sujet sur ça. Par contre, c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la comparaison entre Xiaomi maintenant, il y a Xiaomi il y a 5 ans, ça n'a rien à voir. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, là, je ne sais pas si vous avez vu ces derniers jours, il y a un nouvel mode de batterie qui est arrivé sur des smartphones, et c'est Xiaomi qui a lancé le premier, et on parle de plus 40% de durée de batterie. Et donc, c'est non seulement ils sont de plus en plus efficaces, mais en plus, ils innovent en avance. Et c'est vraiment des bons smartphones aujourd'hui. Alors, juste une chose pour que ce soit clair, c'est-à-dire que ce chiffre de 94,1%, ça signifie quoi? Ça veut dire que sur 100 Xiaomi, il n'y en a que 6 qui retournent au SAV. Okay, sur 100 Apple, il y en a 9 qui retournent au SAV. Ouais, moi, en gros, c'est ça. J'ai un smartphone qui a 200 euros, il casse, j'en rachète un. Quoi. Exactement. Ouais, ils disent que justement, la robustesse n'est pas corrélée au prix du smartphone. Il y a des smartphones qui coûtent pas très cher et qui sont tout aussi robustes que des smartphones très haut de gamme. On va arrêter là. Bon, c'était juste pour faire un petit... Juste, la fiabilité perçue d'un iPhone n'est pas celle qui est mesurée. C'est exactement comme dans l'automobile, entre la fiabilité d'une Toyota et d'une Ferrari. Je crois qu'il faut garder ça en tête. La deuxième remarque, c'est que Xiaomi est également constructeur automobile. Méfiez-vous. Et que les Chinois, encore une fois, c'est ce qu'enseigne le bouquin Apple in China, les Chinois ont appris, grâce à Apple notamment, à faire des objets de très haute précision et de très grande fiabilité en super grand volume. Et maintenant, ils les font en très grande quantité. Il n'y a plus de différence d'usinage, de précision, etc. Quasiment plus. Ils ont appris à faire. Mais tu veux dire qu'ils sont quand même très bons. Ils sont excellents. Ils sont excellents. Et BYD, moi j'ai testé dernièrement une voiture BYD. C'est dingue. C'est dingue. Hein. Mieux que Tesla. Moi, je suis rentré. T'étais pas loin, mais c'est moitié prix. Tu rentres dedans, tu as une impression j'en ai pris une ce matin, une BYD, de luxe et de technicité supérieure à Tesla. Je suis revenu hier soir d'une conférence à Nice, et le chauffeur qui m'a ramené du lieu de la conférence à l'aéroport, on était en BYD. Je lui ai posé quelques questions. Il m'a dit oui, j'avais une Tesla avant, et c'est le jour et la nuit. C'est mieux BYD que Tesla. Et vous avez pas vu super content. Vous avez pas vu cette vidéo du YouTuber américain, j'oublie toujours son nom. MrBeast Non, pas MrBeast. Non, un mec sérieux qui fait des et il dit la killer. Il teste une BYD et il dit la killer app. Il est dans sa voiture. Il explique là, dans l'appui-tête, j'ai des haut-parleurs. C'est Apple CarPlay ou etc. et tout. Et contrairement à une voiture classique où tu as CarPlay et donc la navigation GPS qui passe sur tes haut-parleurs de voiture et ça coupe la radio chaque fois que tu as une commande vocale. Elle ne passe que dans les haut-parleurs. Elle ne passe que dans l'oreille et ça ne détruit pas l'ambiance sonore de la voiture. Donc, c'est un micro-détail, mais ça fait tout. Quoi. Ça doit être pareil aussi pour toutes les conversations téléphoniques que tu dois passer. En fait, tu ne dois pas polluer, à mon avis, tout l'environnement du véhicule, mais simplement... Tu dois entendre la voix que dans mais je veux dire, ça paraît tellement évident. Il fallait y penser. Messieurs, merci. C'est vite passé encore une fois, ce soir. Il faut nous faire venir 24 heures. Mais ouais, on va y arriver. On va réfléchir. Ça serait pas mal d'événementialiser un truc et de faire 24 heures de tech. On va y réfléchir. Bon, il faudra prendre un petit peu de repos avant quand même, parce qu'on n'a plus 12 ans. Merci JB. Merci. Jean-Baptiste Kampf, donc le fondateur, le co-créateur de VLC. Philippe Devost, fondateur de Phileos, et merci à Jérôme Colombin, journaliste et créateur du podcast Monde Numérique, avec ce nouveau podcast donc lancé aujourd'hui sur la maison connectée. Yes. Voilà, écoutez et amusez-vous surtout. Et attendez-vous à passer de longs week-ends à connecter tout ça.
J'en fais parle pas la hotline, en connaissance de cause. Vous restez là, il nous reste une demi-heure avec au sommaire pour cette dernière partie de ce Tech & Co. Voilà, une appli qui surveille votre sommeil. Comment ça marche ? Eh bien, ça s'appelle AppNil. On va découvrir cette appli qui a été certifiée médicalement. C'est ça la news. On la retrouve dans une seconde. Et puis... Tu lui demanderas comment on fait quand on dort sur le ventre ? Eh ben voilà, là, je posais la question. Faut pas dormir Pierre et sur le Vacances, ventre. qui se transforme avec l'IA, le groupe Pierre et Vacances, puisque Pierre et Vacances aujourd'hui c'est aussi Centerparks. Et vous allez voir que l'IA est partout maintenant dans ces grands groupes de vacances, de ces centres de vacances. Petite pause et on revient avec Léa Benaïm pour le Tech Flash, bien sûr. Merci d'être là. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. 20h31. Un grand merci d'être toujours là. Tech & Co, la quotidienne, chaque soir. Et vous le savez, tous les soirs, on fait un point sur l'actualité du jour dans le monde de la tech, ce qu'il fallait retenir en ce mercredi. C'est avec Léa Benaïm et c'est le Tech Flash, bien sûr. Bonsoir Léa. Bonsoir François et bonsoir à tous. Et à la une, SpaceX se prépare à entrer en bourse et ce, dès l'année prochaine, avec un objectif titanesque, lever au moins 25 milliards de dollars et atteindre une valorisation d'au moins 1000 milliards, un montant destiné à financer deux des ambitions d'Elon Musk, produire 1000 fusées par an pour aller sur Mars et déployer des data centers dans l'espace. Également, dans l'actualité, passer d'un iPhone à un Android va devenir beaucoup plus simple sous la pression du DMA. Apple et Google ont accepté de collaborer pour faciliter le transfert d'un écosystème à l'autre. Cette nouveauté arrivera dans quelques mois avec les prochaines mises à jour et Apple a déjà ouvert la voie. L'application passée à Android est d'ores et déjà disponible sur son App Store. Et puis bonne nouvelle à l'approche des fêtes de fin d'année pour toi Léa, parce que je sais que tu vas acheter beaucoup de choses, beaucoup de cadeaux, parce que le Papa Noël est très généreux. Le paiement plusieurs fois arrive sur Apple Pay. Et oui, en plus c'est super simple, il suffit d'activer l'option, c'est vraiment pas bon signe, il suffit d'activer l'option payer plus tard dans les réglages pour bénéficier d'un règlement fractionné en 3 ou 4 fois, un service qui remplace la fonction Apple Pay Later, très vite abandonnée par le géant américain pour des raisons de réglementation. Cette fois, l'entreprise a choisi de s'associer à Klarna, une fintech française spécialiste du paiement en plusieurs fois. Et on reste en France avec le classement des 10 fabricants de smartphones les plus fiables dévoilé par le magazine 60 millions de consommateurs. Contre toute attente, ce sont les marques chinoises qui dominent largement le marché. Sur le podium, Xiaomi, suivi d'Oppo, Honor et OnePlus. Et en dernière place, les mauvais élèves, Apple et Google. Une place étonnante pour deux géants souvent associés au très haut de gamme. Et enfin, c'est une première. En Australie, les réseaux sociaux sont désormais interdits aux moins de 16 ans et ce depuis ce matin. Les plateformes comme Meta ont eu 15 jours pour suspendre les comptes des utilisateurs concernés qu'ils pourront ensuite récupérer lorsqu'ils souffleront leur 16e bougie. Si les plateformes ne respectent pas cette loi, elles risquent une amende pouvant aller jusqu'à 28 millions d'euros par compte. Et puis restez avec nous sur BFM Business parce que après Tech & Co à 21h30, vous avez rendez-vous avec Frédéric Simotel pour une émission spéciale La nuit des agents agentiques, la nuit de l'IA agentique, une émission que vous pouvez retrouver ensuite en replay et en podcast sur toutes les plateformes. Et on écoute tout de suite ensemble un extrait. Voilà, et nous voici avec essayer de comprendre c'est qu'est l'IA agentique. Lucas Perrodin, bonsoir. Bonsoir Frédéric. Merci d'être avec nous, cofondateur d'AI Partners. Alors, vous conseillez évidemment les entreprises sur tous ces sujets. Ma première question, c'est l'état de l'art, l'IA agentique. On en parle beaucoup, tout le monde a l'impression d'en faire ou pas d'en faire. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? Est-ce que ce sont des systèmes réellement autonomes ? Alors, on peut dire d'abord que toutes les entreprises ont compris qu'elles devaient plus ou moins s'y intéresser, ça c'est certain. Qu'il y a plusieurs vitesses d'adoption et plusieurs stratégies. Donc on voit beaucoup d'entreprises qui malheureusement ont sauté dans l'IA générative agentique sans beaucoup de stratégie. Donc on sait bien, on en parle parfois, la mort par overdose de prototypes qui ne deviennent jamais des processus. Donc ça on en voit beaucoup. Et puis on a un certain nombre d'acteurs qui commencent à avoir
réellement avec une stratégie d'outils de formation et de construction de cas d'usage d'agents en production. Voilà, la nuit de l'agentique à retrouver tout à l'heure sur BFM Business, à la radio, à la télé, puis après, comme le disait Léa, en replay et en podcast. 20h35, on va parler de médecine, de tech, avec une innovation à la française que je vous présente tout de suite. Tech Co, la quotidienne, la start-up. Avec une start-up française Deep Tech et MedTech, et qui est là pour rendre le parcours diagnostic de l'apnée du sommeil plus accessible. Et oui, on va parler d'apnée du sommeil, qui est un mal silencieux qui fait des ravages. Séverin Bénizerie est avec nous. Bonsoir Séverin. Bonsoir. Vous êtes le CEO d'Apnéal. Qui est une application qui arrive à détecter l'apnée du sommeil. Et ce qu'il y a d'intéressant et ce qui est votre actu, c'est que en fait, votre solution, votre application a été certifiée médicalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez les preuves que ce que vous faites est tout aussi sérieux qu'un examen qui est assez compliqué, qui s'appelle la polysomnographie. Tout à fait. C'est un parcours de plusieurs années où effectivement on a mis en place des essais cliniques, où on a fait dormir des centaines de patients avec des smartphones, en l'occurrence sur le thorax, et la polysomnographie qui est l'examen de référence sur le sommeil. Et là, ce qu'on a pu montrer depuis quelques semaines, c'est qu'on avait effectivement une précision diagnostique avec l'approche avec le smartphone pour déterminer la sévérité de l'apnée du sommeil chez le patient. Donc, de savoir est-ce que j'ai un peu d'apnée du sommeil, de l'apnée modérée, de l'apnée sévère. Et donc là, on est aussi précis que l'examen de référence sur cette question-là. Et on a même montré que par rapport à l'examen de la polygraphie ventilatoire, qui aujourd'hui représente 88% des examens en Europe, on était plus précis que cet examen. Parce que rappelons, là où vous cassez un peu le système, si je puis dire, c'est que quand un médecin soupçonne quelqu'un de faire de l'apnée du sommeil, on rentre dans un process qui est quand même assez complexe. C'est-à-dire qu'il faut que la personne aille dans un lieu. Alors, je crois qu'on peut aussi dormir à la maison avec tout un système qui est assez complexe, etc. Comment ça marche, en fait, pour détecter médicalement aujourd'hui l'apnée du sommeil? Alors, effectivement, il y a deux parcours, c'est ce que je disais. Il y a un premier parcours qui a lieu à l'hôpital avec la polysomnographie, comme on le voit à l'écran, et il y a un deuxième parcours. Donc, ça veut dire que vous dormez à l'hôpital, quoi? Oui, on peut dormir à l'hôpital. Il y a aussi une version où on peut dormir à domicile, mais avec les capteurs vraiment posés partout sur le corps. Et il y a un examen un peu simplifié qui s'appelle la polygraphie ventilatoire, qui est aujourd'hui le plus utilisé. C'est 88% des examens en Europe. Et celui-là, il n'y a pas d'électrode sur la tête, effectivement, et on est capable de le faire à la maison un peu plus en autonomie. Mais maintenant, voilà, ce qu'on a montré, c'est que nous, avec le smartphone et l'intelligence artificielle, on est plus précis que cet examen. Alors, comment ça marche? Le smartphone... Je vais me coucher, je m'allonge, je l'accroche en fait au niveau de mon torse. C'est ça. Donc vous allez le positionner en mode avion, donc il n'émet pas d'ondes, etc. C'est parfaitement passif. Par-dessus votre pyjama, pas directement sur la peau, et vous utilisez un bandage adhésif que vous pouvez trouver dans n'importe quelle pharmacie. Si vous avez du sparadrap à la maison, ça fait tout à fait l'affaire. Bon, après, il faut l'enlever, le sparadrap. Alors oui, on le met sur le dos du téléphone, voilà, on peut laisser la coque, c'est pas compliqué. Et puis là, on est en train de parler d'un examen qu'on ne fait qu'une seule nuit. Oui, c'est ça. Voilà, donc l'examen est très accessible. Donc on positionne le téléphone aussi au niveau de son voilà. Son téléphone, en fait. Son propre téléphone. Avec une application qu'on a téléchargée, qui est l'appli Apnéal. Exactement, ça marche sur iPhone et Android, et c'est aussi simple que ça. Et effectivement, le lendemain matin, il y a une analyse des données qui est réalisée. Donc c'est à la fois les données du mouvement de la cage thoracique, des battements du cœur, du son de la respiration, et cette analyse va détecter automatiquement si vous avez des problèmes de respiration pendant la nuit, donc les fameuses apnées, et évaluer du coup la sévérité de l'apnée du sommeil, suivant les définitions strictes en fait du parcours de soins qui est réalisé à l'hôpital aujourd'hui. Alors, quels sont les capteurs qui rentrent en jeu sur le téléphone là, pour détecter tout ça? Alors, on a l'accéléromètre et le gyroscope en fait qui sont des capteurs qui sont très précis à l'intérieur des smartphones et qui sont capables de détecter les mouvements. Donc c'est à la fois des mouvements en translation puis en rotation, et c'est des choses qui permettent de détecter des mouvements infimes, puisque là, un battement cardiaque, on parle d'un déplacement de la cage thoracique qui est inférieur à 0,1 mm. Mais comme on le disait
tout à l'heure un peu plus tôt dans l'émission, aujourd'hui les smartphones ont des capteurs de très grande qualité et en fait aujourd'hui c'est tout à fait possible et sur l'ensemble des smartphones qui sont sur le marché. Les micros aussi. Et du coup effectivement le microphone qui va écouter le son de la respiration, donc il est orienté vers la bouche. D'accord. Et donc il faut positionner le téléphone à l'envers. Ouais. D'une certaine manière en fait. C'est ça. Il faut que le micro, là où on parle dans son téléphone, soit orienté vers la bouche pour qu'on ait un son de la meilleure qualité possible. Et la combinaison de ces données-là et de l'intelligence artificielle permettent de reconstituer en fait les signes vitaux. C'est pas uniquement savoir si on fait de l'apnée du sommeil, c'est aussi avoir un rapport complet sur dans quelle position on dort, est-ce qu'on ronfle, est-ce que il y a l'apnée du sommeil est associée à une position en particulier, est-ce que comment se comporte la variabilité de la fréquence cardiaque pendant la nuit, etc. Enfin tous ces éléments qui sont nécessaires pour poser un diagnostic. Et il y a notamment aussi de savoir est-ce que c'est de l'apnée du sommeil obstructive ou centrale, qui sont vraiment des endotypes de la maladie qui sont importantes pour choisir le bon traitement derrière. Là vous avez obtenu une certification. C'est ça l'actu, en fait, parce que apnée, elle existe depuis pas mal de temps. Cette certification vous permet quoi ? Alors aujourd'hui, on a 2 produits qui sont en cours. Donc on a un premier produit qui va être lancé dans quelques jours, qui va être une application de dépistage pour évaluer la qualité de son sommeil. Donc on peut déjà se préinscrire dans les stores. Elle est déjà déposée dans les stores. Okay. Et on aura dans quelques mois une application qui, elle, sera un dispositif médical de diagnostic. Et qui sera marqué CE en classe 2A, effectivement. Mais celle-là, le processus de certification est en train de s'achever, là, donc ça va être pour le premier semestre de l'année prochaine. Ouais. C'est-à-dire que le premier semestre de l'année prochaine, on pourra, en posant son smartphone et en dormant avec son smartphone sur le torse, avoir un diagnostic aussi précis que des outils beaucoup plus lourds, en fait. C'est ça ? Tout à fait. Tout à fait. Et voilà. Après, ça ne veut pas dire que ça va être diffusé et utilisable par tous les médecins du jour au lendemain. Donc après, voilà, on va rentrer dans d'autres discussions sur comment est-ce qu'on intègre l'application dans le parcours de soins intelligemment. Oui, et qui va payer aussi ? Comment ça Exactement. se passe ? Vous avez trouvé votre modèle économique ou pas ? Là, ces éléments-là sont justement à construire. Donc là, on travaille avec les autorités de santé sur ces questions pour trouver la valeur ajoutée. Mais disons que là, ce qui va être inédit, c'est qu'on a à la fois la capacité d'avoir cette précision diagnostique et aussi un produit qui est largement diffusable pour faire de la prévention. Et ça, c'est inédit parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de prévention dans le domaine du sommeil. Il existe d'autres systèmes, notamment WeThings, qui a sorti cette espèce de capteur qu'on glisse sous le matelas, qui existe depuis plusieurs années, qui détecte aussi l'apnée du sommeil. Bien sûr. Est-ce qu'on peut comparer ce que vous faites avec ce que fait WeThings ? Ou vous êtes un petit peu au-dessus parce que, justement, vous avez cette certification, vous êtes en passe de l'avoir ? Alors, nos résultats cliniques sont effectivement un peu au-dessus. Maintenant, les résultats de WeThings sont très bons et intéressants. Après, je dirais que ce qui va distinguer l'approche, c'est qu'il y a un investissement qui doit être réalisé par le patient. Oui, c'est vrai. Voilà, et là, il a puis c'est au long cours, en fait. En fait, tous les soirs, quand on se couche, on a l'analyse en fait de son sommeil. C'est l'avantage aussi, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir le smartphone collé sur son torse. Bien sûr, mais c'est 2 solutions complémentaires en fait qui sont assez différentes. Tout à fait. Là, nous, l'idée, c'est d'avoir un parcours diagnostique, de pouvoir faire un suivi de temps en temps, mais c'est pas du tout un objet qu'on va utiliser tous les jours. Ouais. Est-ce qu'une nuit suffit pour se rendre compte qu'on fait de l'apnée du sommeil ou pas ? Oui, alors quand on fait de l'apnée du sommeil sévère ou pas d'apnée du sommeil, on s'en rend compte tout de suite. Maintenant, ça peut être intéressant justement de faire 2-3 nuits pour évaluer si on est proche d'un seuil justement de sévérité pour être sûr. Et ça, c'est aussi un élément du parcours de soins qui n'est pas possible aujourd'hui, puisqu'on ne peut pas faire 3 nuits de polysomnographie à l'hôpital. Philippe Devos, qui était juste avant nous sur le plateau, me demandait, tiens, est-ce que ça marche dans n'importe quelle position ? Parce que c'est vrai qu'on peut dormir sur le dos, sur le côté, sur le ventre aussi. Oui. Est-ce que ça a un impact sur la qualité des données ? Non, justement, ça on a pu le démontrer, ça n'a pas d'impact. Le téléphone, du fait d'avoir un bandage, il reste en contact et on peut dormir dans n'importe quelle position et confortablement. C'est aussi un avantage majeur par rapport aux examens du sommeil d'aujourd'hui. Voilà, ça s'appelle Apnéal. Merci beaucoup Séverin Bénizerie et bravo, puisque vous êtes en train d'obtenir cette certification qui est un peu le Graal dans le domaine de la médecine et de la technologie. Merci beaucoup. Merci. Et tout de suite, direction la rédaction de Tech & Co, comme chaque soir. Tech & Co, la quotidienne, la chronique techandco.com.
Kesso Diallo nous a rejoint. Bonsoir Kesso. Bonsoir. Journaliste à la rédaction de Tech & Co. Et ce soir, Kesso, tu vas nous parler d'Uber qui propose désormais, écoutez bien parce que c'est assez étonnant, des bornes physiques pour commander des courses. Et oui, jusqu'ici, il fallait passer par l'application pour réserver une course, mais bon, Uber, on dirait qu'il commence à se diversifier. En fait, l'entreprise, elle a commencé à installer des bornes pour le faire sans son smartphone. Alors, pour l'instant, il n'y en a qu'une, et évidemment, tu t'en doutes bien, elle n'est pas en France. Elle se trouve dans le terminal C de l'aéroport LaGuardia à New York. Mais Uber prévoit évidemment d'en installer d'autres dans des aéroports, mais aussi dans des ports et des hôtels dans les prochains mois. Et ça permettra aux voyageurs qui n'ont pas de forfait proposant de la data ou qui n'ont pas l'application Uber sur leur smartphone de réserver une course sans problème. Alors comment ça marche en fait cette borne, Kesso ? En fait, ce sera comme sur l'application. Tu vas sur la borne, l'utilisateur entre sa destination, puis ensuite il verra les différentes courses proposées avec les différents véhicules, il sélectionne celui qu'il veut, et pour chacune des courses proposées, il verra comme sur l'application le temps d'attente et le prix. Et une fois qu'il aura sélectionné la course qu'il veut, là il aura un reçu qui sera imprimé, ce qui n'arrive pas avec l'application. Alors pour l'instant, on ne sait pas quand ces bornes elles arriveront en France, mais bon, c'est quand même un nouveau moyen pour Uber de concurrencer les taxis traditionnels, surtout dans les aéroports, on peut attendre longtemps avant de monter dans un taxi. Ouais, c'est vrai, après moi je me pose la question de la pertinence de cette borne, parce que finalement, tout le monde a un smartphone aujourd'hui, tout le monde peut installer l'appli Uber, et puis même si tu n'as pas de data dans les aéroports, il y a du Wi-Fi finalement, donc tu peux te connecter et choisir ton Uber. Mais on verra bien. J'imagine qu'il y a des grandes têtes pensantes chez Uber qui ont dû réfléchir à ça, et qui se sont rendus compte que c'était intéressant. Merci beaucoup Kesso. Avec plaisir. Et pour en savoir plus sur cette info étonnante, direction le site de Tech & Co, bien sûr. Vous restez avec nous, on va parler vacances, on en a besoin. Tech & Co, la quotidienne, les invités. Mais je disais, avant que le jingle m'engouffre carrément, qu'on a besoin de vacances. Ça arrive. Et vous allez voir que les vacances, eh bien, elles sont de plus en plus numériques, de plus en plus digitalisées, sans qu'on s'en rende compte finalement. Et tout ça pour notre bénéfice. Je vous présente tout de suite nos deux invités. Audrey Breyer est avec nous. Au Breyer, je ne sais pas comment on prononce. Breyer. J'avais bon dès le premier coup. Vous êtes directrice de l'innovation opérationnelle et des systèmes d'information et membre du COMEX chez Groupe Pierre et Vacances Interparks. Et oui, puisque le groupe Pierre et Vacances Interparks, bien voilà, c'est une unité. Tout à fait, c'est 4 marques, Pierre et Vacances, Centerparks, Maeva et Adagio. Et Adagio aussi. Merci d'être là Audrey, on va découvrir tout cela avec vous. Et puis Xavier Perret est avec nous. Salut Xavier. Salut François. Directeur de l'entité Azure chez Microsoft France. Tu n'es pas avec nous ce soir pour nous parler de cinéma et de tech, mais tu représentes dignement Microsoft Azure, parce que évidemment tu es intimement lié à tout cela, et je me permets de te tutoyer parce que tu viens souvent dans Tech & Co, bien évidemment. Un mot sur le groupe Pierre et Vacances, quand même en quelques chiffres. Donc, vous le disiez, Audrey, 4 marques touristiques et complémentaires, Pierre et Vacances, Interparks, Adagio, Maeva, des marques qui parlent à tous les Français, hein, bien sûr. Un parc touristique de plus de 49 000 appartements, maisons, villas, sur 340 sites en Europe, 8 millions de clients par an, c'est énorme, 13 000 collaborateurs, chiffre d'affaires quasiment 2 milliards d'euros, enfin voilà, c'est énorme. Et on se dit, avec l'IA, je pense qu'il y a vous avez plein de choses que vous pouvez nous raconter concernant la transformation numérique de ce grand groupe, et notamment avec l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement les questions que vous êtes posées quand vous avez vu en fait toutes ces innovations qui arrivent, comment ça pouvait en fait changer à la fois l'expérience client et puis surtout le quotidien de tous vos collaborateurs? Alors, il faut savoir que donc, le groupe Pierre et Vacances Centerparks, c'est un groupe qui a vraiment le digital, la tech et la data dans son ADN. Hein. On a plus d'1,2 milliard de chiffre d'affaires sur nos canaux digitaux. Pour Centerparks, le site web, c'est plus de 80% du chiffre d'affaires. Maeva est une plateforme technologique et de services à destination des campings et de la location de vacances. Donc c'est vrai que ces sujets autour du digital, de l'IA, on s'y est mis assez tôt. Donc ça a commencé par le e-commerce, j'ai envie de dire, normalement. Voilà. Et puis après, comment ça a évolué? Oui, alors... ça en fait, on a eu une approche qui a été d'abord centré sur nos collaborateurs et nos collaboratrices et sur nos clients, et donc vraiment avec ce besoin finalement d'aborder une transformation à 2 niveaux.
pour l'interne et voilà, de définir ce que devait devenir avec l'IA générative la relation client, la distribution, la génération de contenu marketing, etc. Et quand on regarde voilà, sur la partie vraiment interne et voilà, nos collaborateurs et nos collaboratrices, ce qu'on a voulu faire, c'était pas simplement mettre à disposition des outils, mais vraiment travailler sur les usages et la manière dont l'IA allait transformer nos manières de penser, nos manières de travailler. Et donc, on a démarré finalement avec ce qu'on a appelé des Pioneer Clubs, qui sont donc une communauté de collaborateurs. De collaborateurs. J'allais dire geeks, mais en tout cas intéressés par la tech. Intéressés par la tech, donc c'était vraiment sur la base du volontariat. Okay. On a sélectionné à peu près 200 personnes, donc ça c'était il y a à peu près 18 mois déjà, qu'on a formé et qu'on a accompagné pendant 6 à 8 mois, toutes les semaines, pour que en fait, ils puissent partager sur leurs usages, sur la manière dont ils utilisaient la machine. Alors, si on se replace, il y a 1 an et demi, 2 ans en arrière, on a quand même vécu une vraie transformation dans notre relation, finalement, à la machine. Avant, on était dans un mode de requête et on est passé dans un mode conversationnel. Oui. Le vocal aussi est vraiment revenu au goût du jour. Moi, je sais que voilà, mes outils IA, je les utilise quasiment qu'en vocal. C'est finalement voilà, assez nouveau par rapport à ce qui pouvait se faire il y a 2 ans. Et donc, par le Pioneer Club, on a eu beaucoup de cas d'usage qui ont émergé. Par exemple, on a pu générer des campagnes marketing dans lesquelles, en fait, on permettait à nos clients de générer des histoires pour leurs enfants le soir. Okay. Donc voilà, à quoi va ressembler mon week-end chez Center Parcs. Okay. Exactement. On a optimisé, voilà, par exemple, la tenue de nos réunions. Donc nous, on a des agents en fait qui nous aident au niveau du comité de direction du groupe et au niveau du comité de direction de l'IT, par exemple, à vraiment optimiser la manière dont on travaille ensemble. Et voilà, le parcours du client qui arrive dans un Center Parcs, par exemple, il est digitalisé à fond, c'est-à-dire que tout se fait sur le téléphone. Je crois qu'aujourd'hui, on peut réserver via WhatsApp. Il y a des agents IA aussi qui peuvent aider les clients, c'est ça ? Exactement. Donc, nous, on a commencé la digitalisation du parcours voilà, bien avant le Covid. Donc, aujourd'hui, quand vous réservez dans un Center Parcs, avant votre séjour, vous téléchargez l'application mobile. Vous avez accès à la réservation des activités. On vous permet vraiment de planifier votre séjour, de vous orienter Je peaufine, en fait, mon séjour. Sur le site, exactement. Vous faites votre pré-check-in avant d'arriver. Voilà, vous partez un vendredi soir avec les enfants, la voiture pleine, peut-être des embouteillages en quittant Paris. Vous arrivez sur le site, vous ne faites plus la queue. Voilà, vous arrivez, on scanne votre QR code, on vous remet vos bracelets sans contact qui vont vous permettre d'ouvrir votre cottage, d'accéder à la location de vos vélos, à l'Aquamundo, etc. Et donc, vous arrivez, vous êtes déjà en vacances. Ce qui nous manquait, c'était la possibilité finalement d'interagir avec les clients vraiment avec beaucoup d'instantanéité. Et donc, on avait déployé un canal WhatsApp, mais au début, c'était nos agents en réception qui traitaient les demandes. Un peu comme dans un hôtel traditionnel, donc il y avait de la latence, ils n'avaient pas que ça à faire, enfin, etc. Exactement. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a équipé ce canal WhatsApp d'une IA générative qui répond à plus de 90% des questions que nos clients se posent, parce qu'en fait, c'est toujours un petit peu les mêmes questions. Et donc, ce que ça nous permet de faire, c'est de libérer du temps à nos équipes pour qu'ils puissent vraiment être en interaction avec nos clients et s'occuper des clients sur site pour qu'ils passent des bonnes vacances. Xavier Perret. Oui. Alors, l'un des, on va dire, des grands Manitou de cette transformation, c'est Microsoft Azure, c'est ça ? Comment ça se passe là j'imagine l'élaboration de tout ce projet ?
Alors, faut revenir. Ce qui est intéressant dans le cas de Pierre et Vacances, d'abord, c'est impulsé par Audrey et par l'ensemble du comité de direction. C'est une transformation. Nous, on appelle ça des frontières fermes. C'est-à-dire que dans l'IA, on parlait déjà des frontières AI, comme tu sais, c'est-à-dire les grands modèles de langage. Donc, une espèce d'extension qui est ces frontières fermes, qui sont celles qui vont réincorporer complètement dans leur processus l'IA, pas seulement rajouter des briques d'IA, mais finalement repenser complètement l'ensemble des processus en disant maintenant avec l'IA générative et ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut retransformer pour améliorer la relation client. Enfin, je pense que le cas de je ne fais plus la queue, j'arrive dans mon Center Park, c'est moi la seule chose que je veux faire, c'est déposer mes valises, les gamins qui peuvent aller se promener tout de suite. Et aller barboter dans l'eau. Donc on voit bien que c'est l'IA générative, ces fonctions-là qui vont permettre 24/24 instantanéité de le faire complètement. Mais l'IA générative, c'est quand même assez risqué parce qu'on a tous eu des expériences malheureuses avec les chatbots. C'est que maintenant, votre IA générative est assez mature, alors je ne sais pas si c'est vous qui l'a développé, Xavier, mais assez mature pour que vous puissiez la libérer pour vos clients, en fait. Parce que c'est ça le risque. C'est que si ça ne marche pas, ça déçoit. Effectivement, c'est un risque auquel on est vraiment très vigilant. Donc nous, on ne démultiplie pas les prototypes. On a vraiment choisi de se concentrer sur des cas d'usage qu'on traite en profondeur. C'est-à-dire qu'on revoit nos processus métiers, on travaille justement sur le niveau d'attente en termes de qualité de réponse qu'on attend de notre IA. Et donc c'est là aussi qu'on s'appuie sur des plateformes comme celle de Microsoft, parce qu'aujourd'hui, dans la technologie, on a la possibilité d'avoir des architectures qui nous permettent de vérifier ce que propose l'agent IA en termes de réponse. Voilà. Et donc, nous, on ne déploie pas de solutions qui n'ont pas été vraiment testées très, très fortement. Et on met, en fait, tous les modérateurs en place autour de nos agents IA pour avoir la qualité de réponse qu'on peut, qu'on exige vis-à-vis de nos clients. Ça donne envie de prendre un vélo et de tester. Hein. Oui. Ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que, alors on parle beaucoup des grands modèles d'IA, dès qu'un grand modèle sort, enfin Tech & Co, etc. En fait, en sous-jacent dans ces transformations d'entreprise, il y a comment on transforme ce qui est de l'ordre de la base de données de l'entreprise. Souvent, c'est technique, c'est des bases de données structurées, non structurées, en vraie information. Parce qu'une fois qu'on commence à déployer des agents, tu l'as dit, il faut que les agents ils fassent ce qu'on veut qu'ils fassent, puis qu'on puisse qu'ils le fassent bien. S'assurer qu'ils le fassent bien, qu'ils ne vont pas inventer une réponse au client, qu'on appelle la sycophance, les hallucinations dont on parle assez souvent avec l'IA. Donc comment on va l'ancrer dans les données. Et donc ça aussi, ça fait partie des technologies qu'on a développées pour transformer, ça s'appelle des modèles ontologiques, parfois aussi, ou des couches sémantiques, puisque l'agent IA, il va finalement converser. Mais pour ça, il faut qu'il discute business avec la bonne sémantique et pas base de données derrière. Et donc ça, c'est des nouvelles technologies qui sont apparues, qui permettent ensuite d'utiliser n'importe quel modèle, j'allais dire, à partir du moment où ils sont adaptés. Le modèle le moins coûteux par rapport au type de requête aussi, éventuellement. Donc c'est moins le sujet de ces nouveaux modèles frontières qui est intéressant que plus comment on va l'ancrer dans les données pour que les agents qui vont être déployés pour les collaborateurs ou pour les clients, ils vont faire exactement ce qu'on veut qu'ils fassent. Juste une dernière question, alors qui est un petit peu éloignée, mais ça nécessite dans vos parcs, dans tous vos lieux, une connexion Internet parfaite, finalement. C'est aussi un autre défi technique, non ? Le fait d'avoir du Wi-Fi partout pour que ça marche. Bon, ça, on l'avait déjà, quand même. Okay. C'est un problème qu'on a réglé... il y a longtemps. Il y a un moment, oui. Ok. Tout à fait. Et pour terminer, peut-être un dernier exemple, avant de se dire au revoir des innovations que vous mettez en place? Oui, on travaille... en fait, aujourd'hui, on a une trentaine de groupes de travail par fonction qui nous permettent vraiment de revoir en fait, les processus métiers et de mettre en place de l'IA agentique. Il y a un cas que j'aime bien citer, c'est le cas de notre contact center et la gestion des réclamations. Aujourd'hui, on sait bien qu'un des enjeux de la satisfaction client, alors il faut noter que depuis 3 ans, on fait plus 20 points en satisfaction client, mais un des enjeux, c'est quand il y a eu un souci, il faut bien traiter la demande du client. Et on a un sujet de volume, et donc on a équipé notre contact center d'une IA agentique pour gérer ces réclamations. Ce qui est intéressant dans la manière dont on a travaillé sur ce sujet, c'est qu'en fait, ce qui nous a pris le plus de temps, c'était vraiment de recartographier l'intégralité de nos processus et de donner à chacun des agents IA qui se parlent les bonnes informations sur à quel moment ils doivent
enclencher sur un autre agent et quelles décisions ils doivent être en capacité de prendre. Merci beaucoup Audrey, c'est intéressant tout ça. Voilà une belle transformation. Vous êtes directrice de l'innovation opérationnelle et des systèmes d'information et membre du COMEX chez Groupe Pierre et Vacances Interparks. Merci Xavier. Merci aussi. François. Xavier Perret, directeur de l'entité Azure chez Microsoft France, et vous l'avez compris, voilà, il y a un partenariat entre vous deux. Ce Tech & Co est terminé. Merci de nous avoir suivis. Merci. Rendez-vous demain, bien sûr, pour terminer la semaine. On sera là dès 19h30, c'est demain. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.